redire un peu le sens qui est bien, au travers des éléments qui sont proposés, de renforcer les conditions d'une autonomie des personnes en leur donnant les moyens de mieux lire ce que sont leurs capacités à se former. C'est vraiment l'élément important. Et pour ça, l'objet du CPF, ça a été de le monétariser, de lui donner un montant financier de manière à mieux permettre aux personnes de lire ce que sont leurs capacités à se former sur le marché. Il y a un autre élément que l'on va reprendre un peu plus tard, qui est l'application mobile, qui là aussi est un élément pour avoir une meilleure connaissance de ce qui est possible en matière de formation. Mais là, on va s'arrêter plus particulièrement sur le CPF. Un autre élément pour aussi être sur cette simplification de lecture du monde de la formation, c'est d'avoir un terme, le CPF et le CPF de transition, plutôt que le CPF et le CIF, qui permet effectivement de garder pour tout ce qui est lié à la décision individuelle de la personne, la possibilité de n'avoir qu'un terme, qui est celui du CPF. Alors, qu'est-ce qui change là? Eh bien, c'est d'abord donc cette monétarisation. La monétarisation, ce sera l'alimentation du CPF de chacune des personnes à hauteur, bon, il semblerait que les choses soient assez claires maintenant, de 500 € par an pour les personnes ayant un niveau supérieur ou égal au niveau 5, jusqu'à un plafond d'une valeur de 10 fois la valeur annuelle. Ça fait 5 000 €. Et pour les personnes qui sont sur des niveaux de qualification en infra 5, donc l'alimentation se fera à 1,6 fois le montant qui est calculé pour l'alimentation de base. Donc 1,6 fois 500 €, ça fait 800 €. Et donc, pour les personnes qui ont un niveau de qualification en infra 5, le montant annuel d'alimentation de leur CPF sera de 800 €, avec un plafond toujours égal à 10 fois la valeur annuelle, ce qui fait 8 000 €. Donc là aussi, une volonté de privilégier les personnes qui ont peu ou pas de qualification. Autre élément important qui va changer, c'est pour les salariés qui sont à mi-temps jusqu'au plein temps, eh bien, on aura l'alimentation se fera à même niveau, pour toutes les personnes qui seront à mi-temps jusqu'au temps complet. Et ensuite, pour les personnes qui sont en dessous du mi-temps, là, on sera au prorata temporis par rapport à l'alimentation de leur compte personnel de formation. Voilà. Autre élément aussi important, c'est puisque on se pose la question, mais moi j'ai des droits à CPF, j'ai des droits à DIF, qu'est-ce que ça va devenir? Donc la volonté est d'opérer une conversion de ces droits acquis au 1er janvier 2019, une conversion au 1er janvier 2019 sur une valeur monétaire. Là, les choses semblent ne pas être tout à fait fixées. En cours de négociation, il avait été question de 14,28 €, mais il semble que les choses ne soient pas tout à fait fixées. Donc, on pourra, si j'ai bien compris la discussion avec M. Rémy la semaine dernière, on n'était pas tout à fait calé sur le montant pour l'instant. Voilà, on est autour de ce montant-là. Et puis, ces montants, bien sûr, ont vocation à évoluer en fonction du temps. Et donc, France Compétences pourra, tous les 3 ans, proposer une révision de l'alimentation, du montant de l'alimentation annuelle. Autre élément important de modification pour le CPF, c'est que, vous saviez, auparavant, il y avait les listes éligibles de formation éligible au CPF qui étaient proposées par les CPNE, par le COPAREF et le COPANEF. Donc c'était un élément de complexité qui est là supprimé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui sont dites éligibles au financement du CPF les certifications inscrites au RNCP, les certifications inscrites au répertoire spécifique, qui va remplacer l'inventaire, et les certificats de qualification professionnelle qui seront
inscrits au RNCP. Alors, qu'est-ce qui change fondamentalement? C'est d'abord que la préparation aux épreuves du permis de conduire poids lourd est rajoutée, ce qui n'existait pas auparavant. Donc, c'est la possibilité maintenant pour les épreuves du permis de poids lourd de pouvoir être accessibles par le CPF. Et puis, ce qui change aussi, c'est la possibilité de faire financer les blocs de compétences des certifications certifiantes par l'intermédiaire du compte personnel de formation. Ça avait déjà été amorcé en 2014 et là, c'est complètement validé. Enfin, ce qui est un élément aussi important à prendre en compte, c'est la possibilité de formation pour les personnes qui sont dans l'exercice d'une activité extra-professionnelle, par exemple les pompiers, parce que c'est souvent cette mesure-là qui est prise en compte, eh bien, qui pourront bénéficier, par les droits acquis au titre de leur engagement citoyen, d'activer la possibilité de formation concourant à tout ce qui est leur activité bénévole. Et enfin, dernier élément, sur les formations qui concourent à l'accès à la qualification des personnes en recherche d'emploi et qui sont financées par Pôle emploi, les régions, l'AGFIP. Là, il y a une mesure particulière, c'est que les personnes demandeuses d'emploi verront leur compte CPF débité quand ils seront sur une formation financée par Pôle emploi, la région ou l'AGFIP. Et donc, voilà, le demandeur en sera informé, mais leur CPF sera activé. Et là, on n'est plus dans une autorisation de la part. Il y a 3 configurations en fait pour les demandeurs d'emploi. Il y a la configuration classique comme pour tout salarié, accès au CPF autonome. Je suis autonome, je ne suis pas encore allé voir mon conseiller Pôle emploi parce que j'ai mon entretien d'entretien professionnel dans 4 mois. Je suis indemnisé, mais voilà. Donc je vais sur le site internet, l'application, et comme n'importe quel salarié, en fonction des droits que j'ai acquis, j'ai l'ensemble, parce que mettons que j'ai été salarié pendant 4 ans, avant d'être demandeur d'emploi. Donc, j'ai accumulé 24 heures pendant 4 ans. Mettons que ces droits soient convertis à 15 € de l'heure pour approximer ce que vous avez dit tout à l'heure. Ça veut dire que j'ai à peu près 100 heures sur mon compte qui vont être multipliées par 15, donc j'aurai 1 500 €. Avec 1 500 €, je regarde, je veux une formation XY ou un bloc de compétences qui peut-être correspond à un bloc de compétences ou pas du tout, une formation en langue. J'ai l'ensemble, cette formation coûte 1 300 €. C'est bon, je vais directement en ligne et j'utilise mes droits acquis au CPF. Ça, c'est le cas numéro 1. Cas numéro 2, ah oui, mais la formation qui m'intéresse en tant que demandeur d'emploi, en fait, elle coûte 2 500. Donc, dans ce cadre-là, je peux aller voir Pôle emploi ou le conseil régional, c'est le cas en Pays de la Loire, puisqu'il y a des aides individuelles à la formation qui existent et sous réserve qu'elles soient poursuivies, du coup, ça vaut parfaitement. Le conseil régional ou Pôle emploi, je deal avec eux, on regarde si ma formation que je souhaite, elle correspond à mon projet professionnel, elle fait sens par rapport au marché de l'emploi, par rapport aux critères que sont les financeurs région ou Pôle emploi. Et dans ce cas-là, ils complètent mon CPF et ils cofinancent de façon à ce que mon CPF droit acquis plus l'argent de Pôle emploi ou de la région, ça fait que je puisse financer la formation. Ça, c'est le cas numéro 2, cofinancement sur une initiative individuelle. Le cas numéro 3, qui est celui que vous évoquiez là, c'est celui où, au bout de 4 mois, 2 mois, en fonction de la procédure Pôle emploi, je vais voir mon conseiller Pôle emploi dans le cadre du PPAE, qui est le parcours personnalisé d'accès à l'emploi que je signe avec le conseiller Pôle emploi, mais je signe en bas de la page. Le conseiller Pôle emploi, il signe en bas de la page aussi. Dans ce cadre-là, il y a un projet de formation, et du coup, ce projet précisera, l'instruction avec Pôle emploi précisera que, OK, il y a une action collective, j'allais dire sur étagère, dans le cadre des achats publics, faits essentiellement ici par la région. Du coup, OK, pour aller en formation BTS, management des unités commerciales, ou en tout cas pour une partie de cette formation-là, Pôle emploi est d'accord pour la payer. C'est une action collective qui existe dans le cadre du marché public. Dans ce cadre-là, du coup, mon CPF, j'accepte
d'y souscrire. Et dans une logique droit et devoir du demandeur d'emploi, en fait, dans ce cas-là, mon CPF est débité du montant des droits acquis. Donc, mettons que cette formation coûte, j'en sais rien, 4 000 euros ou sur la durée. Eh bien, dans ce cas-là, c'est Pôle emploi qui paye tout, mais mon CPF est débité. Mais il n'y a pas de flux financier. C'est-à-dire que Pôle emploi accepte de me payer la formation pour laquelle j'ai souscrit dans le cadre du PPAE et pour lequel, lui, il a les financements. Il ne s'agit pas d'avoir une pratique de refinancement compliquée comme ce qu'on avait aujourd'hui avec le FPSPP. Mais moi, mon compte CPF, dans ce cas-là, j'accepte, logique de droit et devoir du service public de l'emploi, j'accepte qu'il soit débuté du montant qui était inscrit. Voilà, c'est ça la configuration. Alors le CPF des demandeurs d'emploi, c'était déjà pas simple avec la loi du 5 mars 2014. Je vous laisserai juger si on a beaucoup simplifié. Voilà, mais en tout cas, c'est le mécanisme qui est prévu. Alors, dernier élément important, c'est que l'utilisation du CPF n'est plus liée à une médiation. C'est-à-dire, jusqu'ici, pour utiliser le CPF, il fallait passer par un opérateur du CEP. La personne, en fonction de ses droits, pourra directement, par l'intermédiaire de l'application numérique qu'on verra tout à l'heure, s'inscrire à une formation et déclencher le financement de la formation. Il pourra toujours utiliser l'intermédiation d'un opérateur du conseil en évolution professionnelle, mais ça n'est pas obligatoire.